Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux pour une émission où on va jaser de MLS, de Ligue des champions de l'UEFA, Ligue des champions CONCACAF aussi, d'un certain Jesse Marsh, ancien entraîneur de MLS, joueur de MLS, entraîneur de MLS à Montréal, à New York et maintenant en route vers la Bundesliga. On répondra aussi à vos questions lors de notre segment Sujet chaud, enfin d'émission. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Passez une bonne semaine? Ça va, merci. Très bien, merci. Excellent. Le CF Montréal a passé une pas pire semaine. Après une très bonne la semaine précédente, après cette victoire de 4-2 face à Toronto en levée de rideau du calendrier 2021 pour la MLS, on a enchaîné avec un match nul de 2-2. Et là, Sid, on va commencer notre segment à domicile avec ça. Est-ce que le bond de 10 places, parce que oui, en 2 semaines, le CF Montréal a monté de 10 places dans les Power Rankings, de bon dernier 27e à 17e. Est-ce que là, on commence à avoir un regard un peu plus juste du côté des experts MLS? Ça représente davantage la qualité qu'il y a dans le groupe de Nancy? En termes de classement, oui, c'est sûr que lorsque tu quittes la 27e et dernière place, tu as un peu plus de respect, mais lorsqu'on regarde entre les lignes et tout simplement lorsqu'on lit la description de ce fameux power ranking, on comprend que, selon, les experts de la MLS, le CF Montréal, surperforme. N'aurait pas dû avoir, ces 4 points et peut-être même aurait dû en avoir, 0 selon leur lecture, des matchs. Donc c'est assez intéressant. C'est très statistique, c'est basé sur les fameux expected goals qui mesurent la qualité des chances que tu te produis et leur probabilité de se transformer en but. Il y a beaucoup de défauts dans les modèles, mais ça reste une statistique qui peut être assez intéressante pour faire une lecture de ta capacité à te créer des bonnes occasions. Et je crois que sur le match contre Nashville, si on est quand même assez lucide sur la physionomie du match, le CF Montréal a quand même été très en réussite et devra corriger pas mal de défauts défensifs pour éviter justement de se prendre des vagues comme on l'a vu sur une longue période de la seconde mi-temps où ils subissaient sans forcément pouvoir apporter une réponse à Nashville. Une équipe du CF Montréal, Jean, qui surperforme sur les 2 premiers matchs, récolte de 4 points sur 6 en 2 rencontres. Serais-tu d'accord avec cette analyse-là? Partiellement, simplement, parce que, oui, elle surperforme par rapport à certaines attentes, par rapport à certains points de vue. Mais ce que tu vois quand même depuis 2 matchs, c'est une équipe qui est, confortée dans ses points forts et qui est capable de jouer complètement sur ses points forts, de les exploiter au maximum. Donc, surperformer dans ce cas-là, tu peux pas vraiment le dire parce que c'est une équipe qui est consciente de ce qu'elle fait et d'où elle peut aller dans certains secteurs de jeu. Moi, c'est plutôt ça que je préfère regarder, euh, que certains moments, certains bus soient un petit peu dus à un concours de circonstances. Peut-être, mais d'un autre côté, il y a une mise en situation qui fait que, regarde le but de Toy encore face à Nashville. Tu peux te dire Mhm. que dans d'autres situations, jamais il tente cette frappe-là. Donc, il y a un effet d'entraînement qui fait que cette équipe-là est en train de découvrir et de s'affirmer sur ses points forts et qu'elle les exploite au maximum. Souvenez-vous, à son arrivée en 2018, ce qu'on entendait, là, le buzzword de Rémi Garde, c'était pragmatisme. Si pour moi, à ce moment-là, ça avait été l'approche de l'équipe, puis que tu réussissais à marquer des buts de nulle part, sur corner ou des buts un peu, parce que Zachary Broguillard, là, c'est une belle frappe, mais à quelque part, c'est un peu chanceux aussi, ça surprend le gardien, c'est dévié. Si c'était dans ce contexte-là, moi, je pense que j'achèterais l'idée que l'équipe surperforme. Là où j'achète seulement à moitié, un peu comme toi, Jean, c'est que je pense pas qu'on donne le crédit à l'équipe de Wilfrid Nancy pour un plan de match assumé qui dit Mmh, quand c'est l'opportunité se ça. présente, on va y aller. Ça ne veut pas dire que tout va Mmh. bien fonctionner. Ça veut pas dire. Mais tu es en train de dire que ton objectif principal, c'est de capitaliser offensivement quand il y a des brèches, il y a des ouvertures et des opportunités d'envoyer les gars galoper vers l'avant. Je pense que si Nancy n'était pas aussi carte sur table, et là, c'est un discours qui ne change pas.
C'était ça le discours avant Toronto. C'était ça le discours avant de jouer contre Nashville, qui était passé sur le corps, même si là aussi, il avait seulement fait match nul avec Cincinnati. Il était un peu passé sur le corps de Cincinnati, comme ils l'ont fait face à Montréal, qui a réussi à s'accrocher avec un match nul de 2-2. Et là, hier, à la radio, je parlais avec Kwame Ampadu, l'adjoint de Wilfrid Nancy. Je lui ai demandé, c'est quoi l'approche pour le prochain match? Tu joues contre les champions de MLS Cup. Ils disent exactement la même chose. Donc, j'ai hâte de voir, ça va prendre combien de semaines si les résultats restent acceptables, parce que 4 points sur 6, c'est fort acceptable. À quel moment on va dire, vous savez quoi? Cette équipe-là prend des risques et elle est récompensée pour ces risques plutôt que jouer au-dessus de sa tête, même si c'est un argument au bout de 2 matchs qui peut tenir la route. Sid, tu parlais tantôt d'ajustements nécessaires en défense. Là, Clément Diop, là, il y avait le tournis, pas à peu près. Il était pas loin du torticolis. Ça venait à droite, ça venait à gauche. Il y a des tirs qui venaient devant. Communication avec ses défenseurs qui étaient des fois un peu compliquées. À d'autres moments, il est sorti. Il a gobé des super bons ballons dans les airs, chose que personnellement, moi, je ne voyais pas en 2020. Donc ça, c'est un signe encourageant. Mais si tu as une chose sur laquelle travailler à l'approche du match contre Columbus, défensivement, ce serait quoi? Ben, on est obligé de pointer le côté droit de la défense du CF Montréal et une meilleure organisation. On a mis Waterman, c'était en deçà des attentes. On a mis Struna, c'était aussi en deçà des attentes. Et je crois qu'il faut aller un peu plus loin que les performances individuelles et voir que collectivement, il y a une approche sur quelle est la hauteur de la ligne défensive. Notamment, je parle du côté de Broguillard qui a fait un très bon match offensivement, mais lorsque l'équipe n'a pas le ballon, est-ce qu'il doit se placer au niveau de Piet et de Wanyama et qu'on a une espèce de 3-4-3 défensif? Est-ce qu'il est plus proche de ses défenseurs centraux? C'est pas encore clair, et même la distance qu'il y a entre lui et Piet, parce que Piet était plus sur le côté droit dans ce match-là, mais c'est pareil si c'était Wanyama. Quelle est la distance qui est acceptable entre les deux? On voit parfois des équipes qui sont très regroupées du côté du ballon. Lorsque l'adversaire a le ballon, ils sont très regroupés vers là-bas. D'autres qui occupent très bien la largeur. Il n'y a pas forcément de bonne réponse, mais il faut qu'ils trouvent une réponse qui leur corresponde, parce que trop facilement, 41% des attaques de Nashville sont passées du côté droit. C'était 37 ou 38% pour Toronto, mais c'était encore le côté droit qui était le plus sollicité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Et puis, je pense que s'ils le font bien, ils se mettent en position, justement, comme dit Jean, de créer des situations et des opportunités. Le premier but vient sur un très bon pressing initié par Pierre Mihajlovic, ballon contré par Broguillard, puis ça repart dans l'autre sens. Mihajlovic gagne le duel, donne à Kyoto qui donne à Mason Toye qui marque un super but. Donc, et on a déjà vu un but similaire aussi contre Toronto. Donc, c'est important de cette ligne de pression, cette façon de récupérer le ballon va permettre à CF Montréal justement de désaxer l'adversaire. Parce que si après le plan de match c'est on fonce tout droit et dès qu'on a une ouverture on frappe, on l'a vu dans les 2 premiers matchs, ça fonctionne. Bien, moi, c'est là où je me pose la question, parce que tu peux demander à tout le monde de jouer plus bas, mais penses-tu que tu n'encaisses pas les 2 buts que tu as encaissés contre Nashville si tu joues plus bas? Moi, je pense que tu en encaisses plus, parce que tu vas te retrouver avec plus de gars dans ta surface, plus de confusion. À mon sens, puis à l'inverse, tu l'as dit, si tu joues plus bas, tu n'es pas là pour récupérer le ballon lors du premier match à la 3e minute. C'est Zachary Broguillard qui met un pressing, il donne à Mason Toye, tu marques au bout de 3 minutes de ta saison, tu mènes 1-0. Après ça, le but dont tu viens de parler, l'autre de Mason Toye, c'est Zachary Broguillard qui se prend ça en pleine poitrine, mais il se le plante en pleine poitrine parce qu'il est assez haut sur le terrain. Sinon, il l'a en pleine face s'il est 5 mètres plus bas, il par-dessus la tête s'il est 10 mètres plus bas. C'est là le but qui marque. Et il marque jamais. Tu sais, il y a quelque chose de fascinant. Puis moi, les statistiques, vous le savez, là, je vous en parle rarement, mais à quelque part, un gars qui a 2 passes décisives en 2 saisons, puis là, il y a 1 but, 1 passe décisive, puis 1 contribution sur un autre but en 2 matchs. À quelque part, comme tu l'as dit, Sid, pour moi, ça marche. Le problème, c'est comment tu t'arranges pour que Joel Waterman et Kiki Struna soient meilleurs. Ou est-ce que tu fais en fonction de ce que tu as sous la main là, plutôt que de planifier une équipe cohérente où la chimie est bonne, tu sais exactement ce que tu veux faire et tu espères que ça fonctionne en attendant le retour de Louis Binks? Parce que, à quelque part, pour moi, il est là le problème.
Si tu avais Louis Binks, moi, je pense pas que tu es à ce point-là en difficulté parce que tu aurais Camacho ou Binks sur un des deux côtés, Kamal Miller de l'autre, et tu serais probablement beaucoup plus solide. Donc, concrètement, Sid, en quelques secondes, est-ce que tu demandes à Broguillard de jouer plus bas? Parce que moi, personnellement, là, je dis, on réessaye la même chose. Pourquoi? Parce que je donnerais le crédit à Nashville. Daniel Lovitz, il est bon sur le côté gauche. Tu t'es fait Mhm, prendre, mais mhm. par une équipe qui est efficace dans le couloir. Toi, tu as combattu le feu avec le feu et à quelque part, ça a marché. C'est sûr que tu as échappé les 2 buts par la suite, mais à partir de là, est-ce que tu rentres un petit peu plus de conservatisme face à Columbus en fin de semaine? Non, non, pas nécessairement. Comme je te disais, pour le positionnement de Broguillard, ce qui était intéressant, c'est lorsque ça faisait un 3-4-3, et donc quand lui ou Kissa sont sur la même ligne que Wanyama, mais à eux aussi d'être tous plus hauts, c'est aussi la première ligne. C'est tellement un ensemble parce que le pressing qui a mené au premier but, c'est Mihailovic qui le part très bien, qui a une activité Yeah. incroyable, Mhm, et c'est mhm, ça qui crée. Et d'ailleurs, même si tu regardes la mhm, séquence, c'est super intéressant parce que juste avant, il fait le même pressing Mihailovic. Ça crée une mhm. situation, mais ça donne pas la récupération. Et 10 secondes après, ou genre 20 secondes après, pareil, boum, il initie, il travaille 2 fois plus que Kyoto Yeah. et Toy. Donc, non, Mhm. non, je pense pas qu'il faudrait forcément être plus bas. Simplement, il faut que l'ensemble de ce côté droit s'aligne sur la façon de défendre, parce que c'était trop facile pour Nashville de passer de ce côté. Beaucoup trop facile. Ouais. Un petit mot, Jean, Yeah. sur ce qui se passe du côté de la Ligue des champions CONCACAF, parce que le prochain adversaire du CF Montréal, Columbus, a fait match nul. Hier, c'était 2-2 face à Monterrey. Il y a Portland qui a fait 1-1 face à Club America. Compliqué mardi face du côté du Toronto FC, défaite de 3-1 contre un autre club mexicain, le troisième qui est présentement en quart de finale. C'était Cruz Azul qui a battu 3-1, comme je le disais, les Torontois, alors que l'Union de Philadelphie a battu Atlanta 3-0. Ça, c'est le seul duel tout MLS pour les quarts de finale en ce moment. Euh, le constat qu'on fait, l'impression qu'on se pose la question à chaque fois, mais est-ce qu'on se rapproche? Parce que là, à part Toronto qui s'est fait écraser par Cruz Azul, c'est serré et c'est pas juste serré avec des 0-0, c'est serré avec des équipes de MLS qui sont capables de marquer face au club mexicain. Oui, on peut regarder ça de l'autre façon et dire qu'ils sont des nuls à domicile. Donc, aucune équipe de MLS n'a gagné à la maison face C'est à vrai. des adversaires de Liga MX. J'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond là depuis quelques temps dans ce débat-là. Est-ce qu'on se rapproche vraiment du niveau des meilleurs clubs de Liga MX? On a déjà parlé. Par rapport à des clubs comme Cruz Azul, comme América, qu'on voit là en Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'il y a encore un écart. Tigres, qui est le tenant du titre et dont on a pas mal parlé la saison dernière, n'est même pas qualifié parce que ils ne se sont pas qualifiés par le championnat, et le fait d'être tenant du titre ne les requalifie pas, ce qui est un peu bizarre. Mais là aussi, c'était une équipe, à mon avis, d'un niveau supérieur. Donc, on est un petit peu dans cette même discussion. Est-ce qu'on se rapproche? Régulièrement, on en parle, mais régulièrement, on tombe sur des résultats qui nous font dire pas tant que ça. Et là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu bloqué. Là, on est contre un mur. Oui, il y a des buts, mais regarde, Toronto a été largement dominé. Columbus, ça a été encore une histoire un petit peu juste, et ça s'est joué. Columbus marque dans les dernières minutes. C'est vrai que de l'autre côté, leur adversaire a égalisé aussi dans les arrêts de jeu. Mais tu vois que c'est vraiment pas net, et c'est vraiment, au bout du compte, des équipes de Liga MX qui arrivent à faire les résultats. Donc j'ai l'impression qu'on est encore à se poser la même question, et à savoir où est ce fameux pas supplémentaire qui va nous permettre, qui va permettre au club de MLS de dire OK, là aujourd'hui, on est totalement à égalité, parce que clairement, ça n'est pas encore le cas. Sachant que Montréal joue contre Columbus en fin de semaine, penses-tu que ce match-là, joué en milieu de semaine, qui a été intense jusqu'à la toute fin pour le Mhm. Crew, ça peut être un avantage pour Montréal? Ouais, je pense certainement, parce qu'on est en début de saison, parce que le coup a quand même mis une équipe solide, et tu vois que c'est une équipe qui tient d'abord parce que tu as Salarian Sardes devant, tu as Diaz, Santos sur les côtés. C'est une équipe qui aime
qui aime jouer assez vivement. Pas forcément rapidement, mais vivement. C'est-à-dire qui modifie beaucoup ses points d'attaque, qui joue assez profond sur les côtés aussi. Donc, c'est une équipe qui se dépense beaucoup et qui va surtout dans une période de début de saison. Elle n'a joué qu'un seul match en MLS pour l'instant, c'est un match nul. Donc, c'est une équipe qui physiquement est sans doute pas à 100%. Je pense que, et on l'a vu sur les 2 premiers matchs de Montréal, le physique actuellement, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et je crois que c'est avantage au CF Montréal sur ce match-là. On bascule maintenant, les gars, si vous le permettez, dans notre segment en temps additionnel. Et non, on ne va pas parler du premier match de Ligue des champions, demi-finale de l'UEFA qui a été joué mardi. Non, on ne va pas parler du deuxième qui a été joué mercredi. On va parler d'un ancien coach du CF Montréal, en fait du 11 montréalais, Jesse Marsh, qui a été là pour la saison inaugurale en 2012, qui là va se ramasser entraîneur de Bundesliga avec le Red Bull Leipzig, lui qui est passé par Red Bull New York, Salzbourg et maintenant Leipzig. La première chose qui te vient en tête, Sid, quand tu te rappelles ce qu'on a vécu avec Marsh à Montréal, peut-être aussi son tour du monde, son parcours avec la maison Red Bull et maintenant son accession à la Bundesliga, c'est quoi? Ah, du côté de chez March, c'est un parcours admirable, une ascension qui force le respect, une capacité aussi à se renouveler dans différents environnements et déjà aussi des très beaux souvenirs, notamment je pense ce 3-2 de Leipzig contre Liverpool. Liverpool. Mais du côté du CF Montréal, Feu Impact Montréal, un immense gâchis. Un immense gâchis. Moi, je pense que ça a mis le ton dans la valse des entraîneurs je pense quoi, 8 ou 9 entraîneurs en 10 saisons ou 8 en 9. Parfois, il m'arrive de penser aux 3 années de Jesse Marsh avec l'Impact de Montréal et à quel point voilà, le club aurait sûrement été sur des meilleurs rails pour la suite des choses. Donc oui, non, d'un point de vue montréalais, je reste évidemment sur ma faim, mais pour l'humain et pour le coach qu'il est, de voir que voilà, la machine Red Bull permet une ascension comme la sienne, c'est très salutaire. Ouais, je serais curieux, par contre, de savoir à quel point Jesse Marsh a fait du chemin dans sa tête, avec ses convictions, avec ce qu'il avait comme plan de carrière dans cette année-là, parce que je parle de Tour du Monde. Il est littéralement parti faire le Tour du Monde avec sa famille lorsqu'il a été, en tout cas, j'allais dire congédié. De mémoire, là, on s'était séparés, mutual consent, mais on comprend qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. D'ailleurs, moi, j'ai apprécié. L'année passée, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Nick DeSantis à la radio et Nick avait parlé de divergence d'opinion entre la haute direction, dans ce temps-là, c'était Nick et Joey Saputo, et Jesse quand il était à la barre de l'équipe à la fin de l'année 2012. Puis j'avais trouvé ça franchement intéressant et je salue, je pense qu'on peut dire l'humilité de Nick d'avoir dit, à quelque part, on a perdu le nord avec les objectifs qu'on s'était fixés, puis on s'est enflammé avec ce qui se passait. Parce qu'au départ, avant la saison 2012, l'objectif pour Jesse Marsh, donné par la direction, c'était une chose, être compétitif. Et à partir du moment où on l'a été, pas mal dès le départ, puis là, je ne parle pas de gagner tous les matchs, juste être compétitif, être dans le coup. À partir du moment où on l'a été, c'est là que la direction du club s'est enflammée, puis on a voulu plus, on a voulu plus, on a voulu plus, puis on a mis trop de pression sur une machine qui n'était pas rendue là encore. Ça a créé des tensions avec Jesse Marsh, et c'est ce qui a fait en sorte que Marsh a quitté finalement, puis il n'est jamais resté pour la deuxième année de son contrat, alors que c'était satisfaisant. Comme tu l'as dit, Sid, on était sur la bonne voie, mais de voir qu'on est conscient maintenant, du moins du côté de Nick DeSantis, que les émotions ont pris le dessus, on s'est enflammé, on a perdu, comme je le disais, le cap, perdu le nord, et je reviens à ce que Kevin Gilmore dit depuis son arrivée. C'est pas une séquence de victoires, une séquence de défaites. Il a même parlé d'une pandémie qui doit dérailler le plan initial parce que si on laisse les émotions entrer en ligne de compte, pour le meilleur comme pour le pire, c'est là qu'on peut se retrouver en grande difficulté. Et malheureusement, ça avait été le cas avec Jesse Marsh parce qu'on était sur la bonne voie. Et finalement,
on s'est retrouvé avec un autre entraîneur et tu l'as dit, Sid, ça a été une porte tournante de coach. On espère que cette porte tournante-là, ben, elle va ralentir pour un bon petit bout, pour ne pas dire arrêter avec Wilfried Nancy au cours des prochaines années. Mais Jean, si on parle de Jesse Marsch qui arrive à Leipzig, ça veut dire qu'il y a un effet domino qui a été mis en place et tout ça, ben, ça commence au Bayern. Oui, voilà, c'est le Bayern qui voit partir Hansi Flick. Un passage éclair, un passage ça a été incroyable. Il arrive en remplacement de Nico Kovac et en l'espace de quelques mois, Bayern marche sur tout le monde pendant un bon moment. Ça a été, et c'est encore même discutable actuellement, la meilleure équipe vraiment au monde, en Europe en tout cas. Je pense qu'à un moment, ils ont été largement au-dessus de tout le monde. Voilà, 18 mois, Hansi Flick s'en va. Bon, clairement, le Bayern, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et ce qui semble transparaître là, c'est qu'il y a des gros problèmes relationnels entre Flick et le manager général qui est Salihamidzic. Le poids des anciens joueurs au Bayern est monumental et leur volonté de prendre un certain nombre de décisions et de rester dominant dans le décisionnel est extrêmement lourd. Flick veut contrôler beaucoup plus de choses et clairement, c'est pas passé, il s'en va. On se tourne vers celui qui était attendu, qui est Nagelsmann, qui a un parcours, c'est le Golden Boy, Nagelsmann du foot allemand, qui a travaillé de façon formidable à Leipzig, qui est en train de mettre en place des systèmes de jeu vraiment plus que ultra modernes, ultra efficaces, et qui clairement le gars qu'on voit pour l'avenir. Donc là, il est amené franchement au plus haut niveau. On va voir si ça va marcher. Et effectivement, dans l'organigramme Red Bull, Salzbourg, Leipzig, derrière lui, c'est Jesse Marsch, qui était à Salzbourg, qui va arriver à Leipzig. Leipzig que Nagelsmann laisse en super bonne santé parce qu'ils sont deuxième de Bundesliga. Il les a amenés en Ligue des Champions. C'est une équipe qui a l'air prête à rester en Ligue des Champions et à rester au sommet en Bundesliga pendant un bout de temps. Donc pour Marsch, c'est un gros challenge. Pour Nagelsmann, c'est un énorme challenge aussi. Donc ça va être pas mal intéressant de les voir tête à tête l'année prochaine, par exemple. Donc les deux qui restent dans cette même philosophie, un petit peu, ça va être assez intéressant de les voir l'un contre l'autre. Je veux juste entendre, Jean, c'est la première fois que ça me vient à l'esprit. Souviens-toi, il y avait à l'époque à Nantes, c'était un centre de formation là, qui était idolâtré sur la planète parce qu'il y avait le modèle nantais. Le modèle nantais, il fonctionnait très bien à Nantes. Après, quand tu prenais des joueurs et tu les sortais du club, souvent, il y en a qui étaient perdus parce que c'était tellement spécifique. Il y en a qui pourraient dire la même chose du Barça des belles années. Ton cerveau, il est modelé pas nécessairement pour t'adapter à n'importe quel système, il est modelé en fonction d'un système particulier. Penses-tu que la même chose pourrait arriver aux entraîneurs? Et là, je parle au pluriel, dans toute la maison Red Bull, des gars qui sont hyper performants à l'intérieur des franchises Red Bull. Bon, je dis franchise, là, vous comprenez ce que je veux dire pour les clubs, mais à partir du moment où tu les sors, ça devient plus compliqué parce que je pense à Chris Armas qui était avec les Red Bull jusqu'à récemment, qui vient de prendre en charge le Toronto FC. Il parlait au début de la saison des exigences que son système de jeu met sur le dos de ses joueurs, puis du fait que physiquement, là, il y a des gros ajustements à faire dans la façon de jouer aussi, puis c'est des ajustements drastiques parce que les Red Bull, l'avantage de leur système et de leur philosophie, c'est qu'elle est super claire. Le désavantage, c'est qu'elle est super claire puis vraiment exigeante. Et si tu essaies de faire copier-coller avec un autre groupe qui n'est pas rendu là, il n'y a pas les atouts pour faire ça, tu peux peut-être frapper un mur. As-tu l'impression qu'à terme, ce tremplin-là que la machine Red Bull peut aussi être un désavantage pour les coachs qui en sortent? Oui, certainement. Mais je pense que là tu me fais rentrer en compte d'autres paramètres. D'abord, la capacité de ton entraîneur lui-même à évoluer par rapport aux exigences du prochain club.
clairement, et je pense que là, c'est un gros, énorme exemple, voir, tu sors de chez Red Bull et tu tombes au Bayern qui, on l'a dit, a d'autres exigences, a d'autres personnalités à la tête. Tu es entraîneur et on te fait comprendre que tu vas rester entraîneur. Et Mhm. là, et il y a X personnes au-dessus de toi qui vont prendre un certain nombre de décisions et toi, tu n'as rien à dire. Alors, est-ce que tu es capable de vivre avec ça alors que tout l'environnement précédent à Red Bull t'avait permis au contraire de t'épanouir, de devenir quelqu'un d'essentiel, je dirais, au projet, alors que là, tu es simplement un rouage, peut-être le plus visible, mais c'est qu'un rouage. Mhm. Ouais, c'est clairement un risque, et il faut être capable de mettre un petit peu de ton ego dans ta poche, parce que clairement, tu rentres dans une machine contre laquelle tu ne peux pas gagner. Ouais, ton ego dans ta poche, ça, quand tu arrives dans des clubs comme ceux-là, il y a plusieurs égos et il y a plusieurs poches. Par contre, des fois, il y a des poches qui restent vides. On nommera pas de nom, puis on n'entrera pas dans les détails ou dans des docu-séries qu'on pourrait partir, là. On passerait des heures à en jaser. Revenons, Sid, si tu le permets, à la Ligue des champions, parce qu'après tout ça, il y a eu des matchs, là. Il n'y a pas juste une porte tournante d'entraîneurs qui vont, qui vont changer de club. Comment Thomas Tuchel, il est pas loin d'un tour de force, là. Il se déplace avec Chelsea. Là, on rappelle que c'est pas lui qui a commencé la saison. À Chelsea, Frank Lampard a été limogé en cours de route. Et là, il s'en va faire 1-1. J'allais dire au Bernabeu. C'est pas le Bernabeu, c'est le petit stade juste à côté, mais c'est pareil. Il s'est rendu à Madrid avec Chelsea. C'est tout un résultat. 1-1. Tu vas chercher un point et en plus, tu réussis à marquer à Madrid en vue du match retour à Stamford Bridge. Tout à fait, c'est vrai que c'est un vrai tour de force. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a pris le club 9e, ils sont maintenant solidement 4e en Première Ligue, et puis le parcours de Champions League qui se poursuit de façon très convaincante, notamment face à l'Atlético. Et là, ce match-là de mardi où il a aligné son équipe type, il a rodé pour ce moment avec une petite twist avec un Golo Kanté très avancé sur le terrain, qui harcelait Kroos, Modric, et qui a été simplement l'homme du match d'ailleurs, officiellement, du côté de l'UEFA. Et tu sens la maladresse de Werner. Je crois que Chelsea aurait pu prendre un avantage décisif dans cette rencontre. Donc c'est aussi ça, un groupe et son expérience, parce que de rien, Benzema a marqué un but sorti d'ailleurs et relance complètement la rencontre là lorsqu'on voit le résultat final. Mais Chelsea a eu plus que ses chances, et puis on voit un Chelsea pas Thomas Tuchel, c'est pas le Chelsea du tout de Frank Lampard. C'est assez impressionnant comment il a réussi. Il y a un autre joueur que je pourrais citer, c'est Rudiger, qui était complètement aux fraises sous l'ère Lampard, et qui a été dominant défensivement, et même c'est lui qui amène le premier but de Pulisic, hein. Il faut aussi souligner que Pulisic connaît, malgré qu'il soit pas tant utilisé, répond présent quand il le faut, et c'est admirable. Ouais, là, on est en train de s'enflammer avec Thomas Tuchel. Donc, ça veut dire, Sid, que tu es en train de nous annoncer que Roman Abramovich va le congédier quelque part à la mi-octobre. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt pour vous. On a le temps de jouer pas mal de ballons d'ici ce temps-là. Il y a du ballon qui s'est joué aussi au Parc des Princes avec le PSG qui a pris une avance, Jean, 1-0. Mais au final, victoire de 2-1 de Pep Guardiola et Manchester City. Pep qui disait que la Premier League était sa priorité. Là, j'ai l'impression que tout d'un coup, il va commencer à se concentrer pas mal sur la Champions League. Est-ce que City, là, c'est de la torture pour moi, analyser, commenter, suivre les activités du PSG, parce qu'au moment où là, je laisse mon cynisme de côté, puis je me dis, cette équipe-là a vraiment quelque chose. Je pense qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Ils donnent un peu d'espoir, puis au final, ils se font promener par une équipe de City avec Kevin De Bruyne qui marque un but bizarre sur un centre qui passe à travers tout le monde en défense, confusion avec le gardien, ça se retrouve au fond. Et finalement, un coup franc bien déguisé, on pense que De Bruyne va le prendre. Au final, c'est Mahrez
qui enroule sur le côté gauche autour du mur et qui bat Keylor Navas. Victoire de 2-1 de City. Est-ce qu'au final, on se dit que City était juste la meilleure équipe, puis ils sont trop forts pour le PSG sur cet aller-retour-là? C'est l'impression quand tu lis certaines analyses qu'on veut laisser. Je pense que c'est un peu plus mitigé que ça, parce que pendant une mi-temps, Paris a vraiment... C'est vraiment exprimé. C'est vrai que Oui. d'une certaine façon, Manchester City les a laissés un petit peu faire, et que clairement, lorsque Manchester City est sorti un petit peu plus et est allé un peu plus proche de leur façon de jouer plus naturelle, ça a fonctionné. Je pense pas qu'il y ait un si grand écart qu'on veut le dire. Et tu vois clairement que tous ces affrontements-là tiennent à quelques petits détails. Et est-ce que tu es capable d'aller régulièrement gagner tes duels? Est-ce que tu es capable d'aller gagner tes 10 mètres supplémentaires qui, au bout du compte, vont faire une énorme différence? Mais quand tu regardes un petit peu, tu dis que Paris a pu profiter durant disons une mi-temps, d'une certaine timidité du côté de Manchester City. Et clairement, lorsque Manchester City a décidé de sortir un petit peu plus, de presser un petit peu plus, d'être plus agressif, de monter un petit peu plus sur les côtés, là, le PSG a d'abord commencé à moins contrôler les choses, puis s'est mis à douter avant, sur les 25 dernières minutes, de partir complètement, parce que là, il n'y avait plus rien au niveau du jeu, et il n'y avait plus rien au niveau de la mentalité non plus. Et c'est cet effondrement-là qui risque d'être plus difficile à rattraper en une seule semaine que la différence, je dirais, collective au bout du compte. Il y a une résilience qu'on sent quand même plus importante, c'est du côté du PSG cette saison, puis je te dirais sur les derniers milles de la saison dernière, là, après la longue pause COVID, que ce qu'on voyait sur les campagnes précédentes. Vois-tu le PSG revenir dans ce duel-là, puis se qualifier pour le prochain tour? Non, 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 je les voyais pas, gagner cette double confrontation avant le match. Après je suis tout aussi convaincu de la supériorité de City. Heu, le PSG, ils ont souvent, il leur manque toujours un ingrédient. C'est dommage, parce que cette année, on peut leur reconnaître des belles valeurs de solidarité que tu aurais mis à des éditions précédentes, qui auraient sûrement gagné la Ligue des champions. Mm. Aujourd'hui, comme Jean l'a dit, lorsqu'ils sombrent, ils sont vraiment collectivement très, très, très en deçà au niveau des clubs de l'élite. Là, si on prend les 8 meilleurs clubs du monde, je pense que collectivement, c'est sûrement celui qui joue le moins bien au foot. Et puis aussi, qualitativement, il y a des joueurs qui sont vraiment pas au niveau, et ça paraît sur soit des choix ou soit l'exécution des choix. Et c'est dommage, parce qu'ils ont ce qui leur a toujours manqué. Ils ont du cœur, ils ont beaucoup de belles valeurs qui doivent animer toute une équipe, toute équipe gagnante. Mais ils font défaut dans parfois ce qui compte le plus, c'est savoir jouer au foot. Bon, mais là, Donc non. Sid, je vais te faire ce C'est que je bon, te ça. fais une fois par semaine. OK, il y a des gars qui sont juste pas au niveau. Les deux premiers à qui tu fais les valises, puis tu dis on va passer à un autre appel, c'est qui? Bah, tous les latéraux, hein. On peut prendre tous ceux qui écrits latéraux sur leur permis de travail, ils peuvent partir. Et malheureusement, dans le football actuel, c'est très compliqué lorsque tu crées un décalage, tout d'un coup, tu donnes un boulevard à un joueur qui sait pas faire un centre, qui sait pas lever la tête, qui c'est compliqué, de ce point de vue-là. Puis après, il y a une autre organisation au milieu de terrain où tu as trop de joueurs similaires qui sont très bons à se faire des petites passes, mais ont du mal à apporter de la verticalité. Donc ça aussi, il faudra combler. Et puis malheureusement, il y a aucune... Justement, je parle de verticalité. Je veux dire, à part Mbappé, il n'y a pas de joueur qui t'amène cette vitesse-là, pas une vitesse à la Mbappé, mais vraiment de la profondeur. Il y avait Ah ouais. malheureusement Keane, mais avec le Covid-19, il a un peu disparu, le jeune Italien. Donc c'est un effectif qui est pas très bien structuré. Il y a du talent, je ne peux pas dire l'inverse, mais qui est pas très bien structuré, et qui, lorsqu'il n'y a pas la réussite qu'ils ont pu avoir contre Barça et Bayern, qu'ils ont provoqué, hein, et puis on va pas minimiser ce qu'ils font, mais lorsqu'il n'y a pas cette réussite
collectivement, toutes ces failles-là explosent et puis voilà, Durham City en 10 minutes, il y avait un but, 2 buts, un carton rouge, puis le match est plié. Bon, fan du PSG, vous pensiez que vous étiez déprimé après la défaite contre Manchester City. Là, Sid, il vient de vous passer sur le corps, de vous donner une claque en arrière de la tête, de s'asseoir sur vous, de vous donner une descente du coude, puis un saut de la troisième corde en WrestleMania. Tout ça en à peu près 1 minute et demie. Ça fait plaisir. Puis Sid, je suis très heureux de t'avoir demandé de préciser ta pensée parce que je savais qu'il y avait quelque chose de plus qui bouillait en dedans, puis que tu en avais des exemples à donner. Bon, on enchaîne avec les sujets chauds, les gars, des questions qui nous ont été posées sur Twitter. Hashtag LDSF. On commence avec Adam Nouboud qui nous dit, Jean, avec le flop de la Super League, est-ce que vous pensez que le momentum que les partisans ont va mener à des changements dans le foot européen? Et quand on parle de changements, Adam nous dit Daniel Ek, par exemple, qui est fondateur de Spotify, qui a dit être sur le point de déposer une offre de 1,8 milliard de pounds sterling pour acheter Arsenal et il y aurait le support de Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira. D'abord, est-ce que tu vois il y a clairement, corrige-moi si je me trompe, mais un lien entre les deux, dans le sens où on voit une opportunité, puis peut-être que quelqu'un se dit, hey, là, on vient vraiment donner un gros coup de pied dans un nid de guêpe, puis si quelqu'un me fait une offre qui a de l'allure, je vais me retirer de cette situation-là. Et dans un deuxième temps, si c'est le cas, qu'est-ce que tu penses de ce soutien-là des Bergkamp, Vieira et Henry, qui, dans le fond, trouvent un moyen de revenir au club avec un Jens Lehmann qui dit oui, mais il faut que ce soit dans les bonnes conditions. Écoute, ça devient franchement intéressant du côté d'Arsenal. Oui, ça devient intéressant, ça devient intéressant. Je crois que la question qui est posée est une question à tiroir, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de degrés de réponse. Dans un premier temps, on va prendre Arsenal. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que il y a, semble-t-il, une volonté, d'abord en Angleterre, qui a été annoncée de revoir un petit peu la façon dont les clubs fonctionnent et la direction et la propriété des clubs fonctionnent. Donc, effectivement, il y a une possibilité, il y a une ouverture vers laquelle plusieurs personnes pourraient s'engouffrer et vers certains clubs. Arsenal en est un, mais je pense que d'autres clubs vont être visés à relativement court terme. Dans un deuxième temps, oui, la présence d'anciens joueurs va être c'est une dynamique. C'est une dynamique formidable actuellement parce que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque à tous ces projets. Tu vois ce qui se passe à Salford, qui est le club qui a été repris par les anciens de Manchester United, la génération 92. Il y a une dynamique, il y a quelque chose qui se passe. Et tous les clubs où tu vois clairement qu'il y a une volonté d'anciens joueurs de participer, il y a un bouillonnement, il y a quelque chose qui est en train de se faire et qui est beaucoup plus positif. Ça, c'est une chose. À mon avis, oui, c'est une bonne chose pour Arsenal. Ça, c'est un élément de la question. Maintenant, je ne crois pas, en tout cas, que ça se passe en dehors de l'Angleterre. Donc, on parle de la Super League, on parle des supporters, mais ça, c'est ponctuel, uniquement dans un pays. Je n'ai pas vu ça se produire exactement en Allemagne parce qu'il y a déjà d'autres règles de système mis en place. Je n'ai pas vu ça se produire véritablement en Italie, ni en Espagne, ni en France. Donc, je ne vois pas la direction du Barça, la direction du Real, de la Juventus ou du Milan AC être mise en difficulté actuellement ou être remise en question par le principe de la Super League. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement anglo-anglais, en fait, et on en a discuté déjà pour un certain nombre de raisons, effectivement, sportives et extrasportives, mais qui fait que je crois que c'est vraiment extrêmement limité à la Première Ligue et d'une façon générale au club, disons au club anglais, mais qu'il y a peut-être effectivement une dynamique qui est en train de se créer pour que quelque chose arrive. Peut-être qu'à plus long terme, ça aura un effet sur d'autres clubs, mais je pense que pour l'instant, c'est centré surtout sur des clubs anglais. En quelques secondes, Jean, tu parlais de présence d'anciens joueurs de manière générale, mais si on parle des trois là, dont il est question, Bergkamp,
Vieira, Henry, leur retour au club, tu vois ça comment? Est-ce que c'est quelque chose qui paraît bien puis qui rassure les supporters ou est-ce qu'il y a vraiment concrètement quelque chose d'utile sportivement ou pour la business d'Arsenal de voir ces trois-là revenir? Oh, je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire au niveau plus simplement plus que l'image. Il y a clairement à aller rechercher une idée, un concept qu'Arsenal a. Arsenal était le prototype pendant une dizaine d'années, on va dire. Mhm. À la grande époque avec sous Wenger, où justement tous ces joueurs-là ont amené non seulement des titres, mais une identité, une façon de jouer, quelque chose qui a fait qu'Arsenal mondialement était reconnu pour une, une façon de faire et un style de jeu, une attitude. Et je pense que ce qu'on recherche à travers ces joueurs-là, c'est de retrouver, de ramener cette garantie-là que l'esthétique va, ou une certaine philosophie, on va dire, va The rester Arsenal Way. toujours à l'avant-garde pour les années à venir, quels que soient les propriétaires. Oui, The Arsenal Way. C'est ça qu'on veut Yeah. ramener. Sid, on y va maintenant avec la question de Martin. C'est notre question très intéressante. Martin nous demande, est-ce que ce serait une bonne idée d'avoir une tournée de promotion dans la province pour le CF Montréal quand la COVID sera terminée? Martin dit, je demeure à Québec et je me suis toujours demandé pourquoi l'Impact à l'époque est jamais venu visiter pour un match d'exhibition ici. Avant de conquérir le monde, il y a le Québec. Qu'est-ce que tu penses de cette question-là? Moi, en bon gars de Québec que je suis, je vais me garder un droit de réserve et je te laisse la première réponse. Elle est très intéressante la question et puis elle en dit très long sur la stratégie de l'Impact dans les années précédentes. Je pense que lorsqu'il parle de conquérir le monde, là, il fait référence au CF Montréal, mais Ouais. le problème étant que l'Impact lui-même n'avait pas réussi à conquérir le Québec. Et notamment, c'est vrai que les caravanes et ou toutes ces initiatives qui permettaient de rapprocher un public en dehors de Montréal avec celui de l'Impact, ben, je pense qu'ont été clairement insuffisantes puisque ça revient assez souvent, ce type de commentaires. Donc maintenant, est-ce que le CF Montréal est dans cette stratégie-là? Moi, je l'ai toujours dit depuis le début, on parle de se centrer à Montréal. Et déjà, même le CF Montréal, à Montréal, a beaucoup de travail à faire. Je pense que c'est super important, de manière générale, oui, d'aller en dehors de l'île. Ça, c'est évident. Mais est-ce que c'est dans la vision de ce changement d'identité? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Je pense que s'il y avait des choses à faire, il fallait qu'elles soient faites. Et puis la question de Martin vient quand même déplacer un peu le focus sur CF Montréal et le remettre un peu sur l'impact de Montréal et des manquements qu'il y a eu et qui a peut-être expliqué pourquoi le stade n'était pas rempli, mais de plusieurs manquements qui dans leur stratégie de la province, au niveau de la province, sachant qu'ils avaient une place de choix. Tu le sais, en tant que gars de Québec, ils avaient une place de choix pour être le club de la province. Ils l'ont pas fait. Bon, maintenant, qu'ils arrivent au moins à être le club de Montréal. Oui, pour des matchs d'exhibition, là, je pense que c'est sérieusement compliqué. D'abord parce que tu as une convention collective que tu n'avais pas à l'époque où, moi, je me souviens, c'était en 96, je pense que Rochester était venu jouer au Patro de Charlebourg à Québec, c'était un match de championnat, en fait. C'était même pas un match d'exhibition. Il y en avait eu d'autres par la suite au PEPS de l'Université Laval. Cette réalité-là, moi, je pense que c'est d'une autre époque parce que la réalité MLS ne te permet pas de faire ça. Moi, j'irais plus simplement, il faut que tu parles aux gens d'ici. Et c'est ça qui a irrité tout le monde. On ne reviendra pas sur le rebrand au complet. Moi, je pense que dans l'ensemble, c'est un pas dans la bonne direction, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on aurait dû mieux faire. En l'occurrence, arrêter de parler de ce qui va être cool pour les gens ailleurs et d'expliquer pourquoi c'est bon pour les gens d'ici, d'abord et avant tout. Et dans le discours, c'est pas compliqué de faire référence. Et c'est là où ce sera intéressant peut-être de voir un Wilfrid Nancy, peut-être de voir Olivier Renard. Moi, je pense que lui, ce serait intéressant qu'il aille faire une petite tournée de reconnaissance un peu partout dans la province quand il y aura un déconfinement et qu'il prenne, parce que je pense pas qu'il s'est beaucoup promené, là, corrigez-moi si je me trompe, mais il est arrivé, il y a eu la pandémie, puis ça a explosé de tous bords, tous côtés. Mais ça, pour saisir un petit peu, c'est quoi le marché? C'est qui s'intéresse à nous, qui ne s'intéresse pas encore à nous? Même chose pour Kevin Gilmore. Et là, je pense que
ça pourrait faire prendre conscience qu'il y a deux réalités, ces deux mondes dont tu nous as déjà parlé ici à l'émission, Sid, celui du soccer amateur et celui du soccer professionnel MLS. Donc, c'est un club seulement dans toute une province où il y a 200 000 joueurs et joueuses, mais qui sont souvent déconnectés. Donc, avant des caravanes qui peuvent être intéressantes, des matchs d'exhibition qui sont beaucoup plus compliqués, mais qui seraient évidemment extraordinaires, il y a de juste être capable d'interpeller par son discours les gens de Trois-Rivières, les gens de l'Abitibi, Gatineau, Rimouski, Québec, etc. Si tu réussis à faire ça une fois de temps en temps, juste avec une petite quote dans tes conférences de presse, ben, je pense que ça pourrait commencer à faire tendre l'oreille à certaines personnes. Puis après, ben, il y a d'un point de vue merchandising, puis moi, je termine là-dessus. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, dans le temps des fêtes, j'allais faire un tour à Québec, puis dans les magasins de sport, les maillots, c'était l'Impact à l'époque, n'étaient pas trouvables. Tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ça veut dire que tu ne te rends soit pas assez accessible, pas assez sexy, pas assez important pour les gens à l'extérieur de Montréal. Et même si tu te recentres, tu deviens Montréal, le Canadien, c'est le Canadien de Montréal. Je sais qu'on est dans deux stratosphères complètement différentes. Yeah. Le Canadien, c'est beaucoup plus ancré, mais ça reste un club montréalais à la base. Puis oui, il va faire des tournées avec ses anciens. Et c'est peut-être là que tu peux aller faire des tournées, des caravanes qui pourraient être fort intéressantes pour rejoindre, mais c'est pas en disant à Samuel Piette, va faire un tour sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières que tu vas réussir à installer un système soutenable, viable, parce qu'à un moment donné, Samuel Piette, tu ne peux pas l'amener partout. Puis de toute façon, il est en période, peut-être faire l'hiver un petit peu, mais en période de saison, tu ne peux pas demander à ces gars-là de faire ce qu'on faisait pourtant à l'époque avec l'Impact quand on était en deuxième division. Daniel Loureiro, Jean, nous demande, lors de quelle rencontre pensez-vous que le Sporting va confirmer son titre de champion du Portugal? Daniel nous dit, je demande pour un ami. L'ami de Daniel étant, je vous le confirme, Daniel. Daniel, pas la semaine du 6. Il faudra un concours de circonstances un peu fort. Il y a Benfica-Porto. Le 6, Porto étant la seule équipe capable encore de rattraper le Sporting. Si Porto ne gagne pas, c'est quasiment fait ce match-là. Le Sporting joue la veille à Rio Ave. Mais à mon avis, ce sera à coup sûr le week-end du 11 où ils reçoivent, attends, je l'ai noté, où ils reçoivent Boavista. Voilà, le 11. C'est là que ça va se passer, Daniel. Tu as ta réponse. 2 dernières questions rapidement en terminant. Jean, on y va avec toi encore une fois pour la prochaine. Question du staff. On a 2 questions du staff cette semaine. D'abord, l'Inter, presque champion en Italie. La Juve est à plat. Est-ce que c'est une péripétie ou un mouvement plus profond? Bref, est-ce que c'est ponctuel puis on va revoir la Juve de retour au top comme c'est le cas depuis 10 ans la saison prochaine? Ou est-ce que là, c'est un lent déclin qui s'annonce? Moi, je crois que est-ce que c'est un lent déclin ou est-ce que c'est vraiment une vague d'autres équipes qui sont en train finalement de revenir au niveau de la Juventus qui a profité d'un total désengagement qu'il y avait autour du foot en Italie pour vraiment surnager au-dessus de tout le monde. Je pense que la Juventus a bien surfé sur cette vague-là et qu'actuellement, il y a un mouvement progressif qui fait que des clubs se sont regonflés. L'Inter en est sans doute le plus bel exemple. Naples aussi, l'Atalanta. Mais l'Atalanta, est-ce que c'est ponctuel? Là aussi, c'est difficile à dire. Mais clairement, la Juventus connaît un passage à vide. Et à la différence d'autres pays, regarde le PSG, par exemple, qui a été dépassé une fois par Monaco, qui est en difficulté cette saison contre Lille. Mais tu vois qu'ils vont terminer deuxième, dans le pire des cas, une fois tous les 3 ans. Là, la Juventus, c'est quasiment un risque de ne même pas être en Ligue des Champions parce que ils sont troisième ex aequo là. Ça se tire vraiment qu'il y a donc l'Inter qui est quasiment champion, il y a l'Atalanta juste derrière, Naples, Juventus, Milan, tu as la Lazio qui n'est pas loin non plus. Donc il y a une véritable possibilité que tout le projet Juventus se casse la figure. Et à mon avis, c'est vraiment le signe d'un malaise plus profond qui vient
de choix qui ont été faits, qui sont très, très discutables, au niveau de l'effectif, au niveau de l'évolution. Je pense pas que ce soit directement lié à Pirlo comme entraîneur, même si lui-même dit: «J'ai probablement pas fait je suis pas arrivé au niveau de ce qu'on attendait et de ce qu'on m'a demandé», mais il n'a pas eu les moyens non plus de le faire et tu vois que cette équipe-là, que ce club-là même, actuel est à la veille d'une remise en question importante au niveau de comment redévelopper parce qu'ils se rendent compte que financièrement, ils sont allés dans des impasses avec Cristiano Mm. Ronaldo, avec un certain nombre de joueurs, et que le projet de jeu et à la fois de financier ne leur permet pas de continuer comme ça. Donc il y a une remise en cause qu'ils vont devoir faire. Et à mon avis, en ce moment, on est dans cette période-là où d'autres clubs, eux, sont bien, au contraire, droit devant dans leur projet et sont en train de les dépasser. Tiens, parlant de droit devant, Sid, la dernière question du staff Mm, concerne le CF Montréal. mm. Avec ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, est-ce que, à terme, la présence de Victor Wanyama en défense pourrait être une option pour Wilfred Nancy? Non, Non. j'espère pas. Si c'est le cas, c'est vraiment qu'il y a une hécatombe, du côté des défenseurs centraux, mais en plus dans la configuration dans laquelle il joue à 3, c'est encore moins, faisable de voir un Victor Wanyama, derrière selon en tout cas, ce que j'aime voir sur un terrain de foot. Mais non, Qu'est-ce que non, tu veux dire par je ça? C'est pense je intéressant. pense pas. Qu'est-ce que tu veux dire par À ça? 2 à 2, il pourrait dépanner. Mhm. C'est un joueur, intelligent, sciemment costaud, fort dans le duel. Il a les qualités on peut le voir par exemple un Danilo Pereira, du côté du Ouais. Paris Saint-Germain notamment. Il peut dépanner. À 3, c'est une autre paire de manches, ce qui est demandé à des centraux. On le voit, par exemple, au niveau de Struna, Waterman qui sont plutôt lents. Wanyama, c'est pas non plus un marchand de vitesse. Il serait en difficulté un peu sur avoir une trop grande zone du terrain à couvrir, mais à haute intensité Mhm. au niveau des courses. Alors qu'on peut plus choisir les jaillissements lorsqu'on est milieu défensif. Donc non, 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 je crois pas du tout que c'est le cas. Et puis, pour un effectif qu'on a quand même loué pour sa qualité en termes de structure et de poste doublé, ce serait vraiment un aveu d'échec de voir Wanyama jouer défenseur central. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'utilisation de l'espace, parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain versus en défense ou derrière toi, au moins, il y a beaucoup de terrain à couvrir. Moi, la question m'a été posée cette semaine et ma réflexion était peut-être à moyen terme, sachant que Louis Binks, on ne sait pas quand il revient. Puis là, moi, ma réflexion, c'était combien de matchs tu peux donner à Kiki Struna et Joel Waterman avant de te dire, ben peut-être que sacrifier quelque chose au milieu de terrain. Puis pour moi, sur le dernier match, je ne sais pas ce que tu en penses, Sid, mais Wanyama n'a pas tout cassé, là. C'était beaucoup plus près d'un Wanyama 2020 qu'on a vu, à mes yeux du moins, Mhm. que celui qu'on a vu une semaine plus tôt. Ben, je me disais, tu sais quoi, peut-être que ce serait le moindre mal de le descendre d'un cran pour ramener de la vie au milieu. Euh, mais c'est clair que ce serait rouler les dés, puis je serais curieux de voir les données GPS de Victor Wanyama si on était pour le faire jouer en Yeah. défense par rapport à ce qu'on le voit faire au milieu de terrain. Les gars, merci, toujours un plaisir. On en a couvert du stock, là. Je me rappelle même plus de quoi on a parlé avec la Ligue des champions, Jesse Marsh, la politique au Bayern. Ah oui, puis il y avait le CF Montréal en début d'émission avec tout C'est ça. vrai. Merci les gars, toujours un Ouais. plaisir. Merci Olivier. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous encourage à continuer de nous poser vos questions. Accédez-moi sur Twitter avec le hashtag LDSF. Partagez le contenu également, rds.ca/balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.